Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Il y a des périodes et des événements de l'histoire de France dont le récit et l'étude sont à eux-mêmes des entreprises grandioses et risquées, des expéditions. La Révolution française est de cela, comme une quête qui ne semble jamais aboutir. Plus qu'un objet d'histoire, la Révolution française est pour certains un mythe, un fantasme, une idole. Un mythe aux contours flous qu'il faut sans cesse réinventer et adapter. Un mythe populaire, écrit par des intellectuels. Un fantasme qui ensorcelle et qui fascine, une idole qui ne semble pas chanceler depuis 1789. Une idole pourtant ébréchée, mais dont les débris semblent toujours replacés dans le sein des saints du temple de l'histoire. L'historiographie semble le montrer, étudier la Révolution française ne peut être qu'un pèlerinage ou une guerre sainte. Une chose est sûre, la salle capitulaire ne se désemplit pas, même si tout le monde ne semble pas vraiment avoir le droit au chapitre. Vous l'avez compris, chers auditeurs, aujourd'hui nous parlons Révolution. Nous recevons au micro de Storia Voce l'historien Claude Quetel, qui vient de publier aux éditions Talandier et Perrin l'ouvrage suivant, Croix ou meurt, histoire incorrecte de la Révolution française. Claude Quetel, bonjour. Bonjour. Votre ouvrage n'est pas un acte militant, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ce que vous avez cherché à écrire, c'est de l'histoire, et une histoire qui semble en fait s'imposer de facto contre les idées reçues. On va donc parler non seulement de cette période révolutionnaire que vous détaillez dans votre ouvrage, mais également de l'historiographie dont elle est l'objet. Claude Quetel, vous avez beaucoup écrit sur l'Ancien Régime, surtout. Je pense notamment à vos ouvrages, à vos études sur les lettres de cachet. Vous avez également été directeur scientifique du Mémorial de Caen. Et aujourd'hui, vous écrivez sur la Révolution française. Pourquoi ce sujet ? C'est une longue histoire. C'est un livre, je dirais, de fin de carrière. C'est un livre de fin de vie. La Révolution française me préoccupe depuis ma plus tendre enfance, et j'ai toujours été choqué par la façon dont on nous apprenait la Révolution française. Je me souviens quand j'étais au lycée d'un prof qui était tellement piqué de révolution qu'on l'avait surnommé citoyen. C'était citoyen. Alors, quelle que soit la période qu'il nous enseignait, quelqu'un lançait un mot sur la Révolution et hop, il démarrait sur les droits de l'homme. Donc, ça m'a toujours un peu énervé, et j'ai attendu d'abord parce que on n'écrit pas un livre comme ça quand on a 25 ans, et j'ai attendu parce que il fallait quand même lire beaucoup. Je n'ai pas voulu faire un pamphlet contre la Révolution. J'ai voulu reprendre l'enquête, en quelque sorte. Mais d'une façon, même, je dirais, très pratique, très concrète, au jour le jour, en essayant de me dégager de la vulgate qui règne encore aujourd'hui sur cette Révolution française qui, en dépit de ses erreurs et de sa terreur, est finalement un événement positif, pour ne pas dire fondateur, dans l'histoire de France. Donc j'ai attendu beaucoup, et donc c'est vrai que c'est un livre qui est un petit peu à côté de ce que je fais d'habitude. Moi, je me travaille plutôt sur la Seconde Guerre mondiale, mais je n'aime pas faire constamment le même livre. J'ai des collègues comme ça, pendant 50 ans, ils vous écrivent à peu près le même livre. Moi, je suis mon premier lecteur, et donc j'aime bien changer de sujet. Et puis en même temps, j'ai voulu aussi prouver que mieux valait avoir un œil neuf, mieux valait ne pas être du sérail, pour ne pas dire du temple des historiens de la Révolution française, pour justement peut-être la voir et la raconter de façon différente. Donc je ne vais quand même pas aller jusqu'à dire que c'était un vieux compte à régler, mais c'est tout de même un peu ça. C'est-à-dire que combien de fois autour de moi, j'ai été instituteur, j'ai été professeur,
j'ai été ensuite chercheur au CNRS, donc j'ai eu des étudiants. À chaque fois que je parlais de la Révolution française, on me disait mais écrivez-le ce livre, enfin, au lieu de nous en parler et de vous indigner en expliquant que la terreur n'a pas commencé avec la terreur, par exemple, que Danton ne valait pas mieux que Robespierre. Ben, dites-le, écrivez-le, ne vous contentez pas de le dire. Alors donc voilà, je l'ai écrit. Voilà ce qui fait que votre fille est muette. Tout comme François Furet, dont on parlera plus longuement plus tard, qui était lui-même d'ailleurs un spécialiste du 18e et non pas un spécialiste de la Révolution française. Absolument, comme moi, comme moi, je veux pas me comparer à François Furet, que j'ai bien connu, qui était un homme absolument charmant. Et donc, mais oui, on a en commun d'être 18e d'origine, c'est-à-dire d'être des hommes d'ancien régime, d'avant 89. Claude Quetel, on n'a pas tout dit sur la Révolution française ou on a mal dit? On a tout dit au sens de cette période de 10 ans, hein, 1789, 1799, cette période de 10 ans, tout a été dit d'une certaine façon. C'est-à-dire que je ne prétends pas avoir d'un seul coup exhumé un document nouveau, une confession de Mirabeau. Il a fait beaucoup de choses à confesser, Mirabeau. Non, malheureusement. Non, j'ai repris les matériaux. En fait, j'ai reconstruit la maison avec les mêmes matériaux et surtout les mêmes événements. C'est-à-dire que moi, je suis ce qu'on appelle un événementialiste. Je ne veux pas triturer les événements, les analyser, les excuser, les expliquer. Et donc, j'ai repris de A à Z, jour après jour, la Révolution française. En fait, c'est même pas une histoire que je fais de la Révolution française, c'est un récit de la Révolution française. Plutôt, d'ailleurs, pour les non-spécialistes. Et alors, justement, quand vous parlez de la Révolution française, vous évoquez beaucoup les notions de mythe et même de sanctuaire. Donc, on comprend en vous lisant que finalement, l'idée qu'on a généralement de la Révolution française est totalement viciée. Mais alors, pourquoi autant de mythes? Alors, on peut le comprendre sous la Troisième République pour des raisons peut-être politiques ou même psychologiques et idéologiques. Mais pourquoi aujourd'hui c'est si dur de s'attaquer à la Révolution française? Vous l'avez dit vous-même, ça a commencé avec la Troisième République. La Révolution française, mythifiée comme une page absolument essentielle dans l'histoire de France, parce que fondant et les droits de l'homme et la République, c'est une mise en scène de la Troisième République, qui va être une mise en scène dans les écrits savants, mais aussi dans les livres scolaires, dans l'enseignement, dans ce qui va devenir la France républicaine. Mais c'est très tardif. La Troisième République ne commence que, on peut dire, au tout début des années 1880. La Révolution a déjà presque 100 ans derrière elle. Donc, ce mythe est pratiquement... les mythes sont indestructibles. Moi, j'ai déjà eu une émission sur RMC où je me suis un petit peu affronté à un auditeur qui était scandalisé qu'on puisse ne pas considérer que la Révolution française était globalement positive, qu'elle avait été même nécessaire. Parce que les mythes, c'est toujours dangereux, c'est comme si on s'attaquait à la religion de quelqu'un. Un mythe, c'est une forme de religion, c'est une forme de croyance. Donc, ce n'est pas un débat d'académie. Et donc, probablement d'ailleurs que là aujourd'hui, je vais peut-être effectivement choquer, et je m'en excuse, j'en suis désolé, parce que c'est toujours un petit peu embêtant, effectivement, de déranger, non pas une opinion là, mais une croyance. Vous voyez, on a une opinion. On peut critiquer violemment une opinion. C'est une opinion politique, ou je sais pas moi, est-ce qu'on a aimé tel film, ou est-ce qu'on aime le cassoulet, bon, ça on a le droit d'être... Mais dire que la Révolution a été un épisode exécrable de bout en bout,
ça, c'est un peu embêtant parce que ça peut effectivement choquer ce qu'il faut bien appeler maintenant une croyance. Parce que cette croyance s'est installée, elle est encore aujourd'hui fortement installée. Même Furet, on parlait de François Furet tout à l'heure. Mon livre démolit un peu aussi la thèse de Furet. Furet veut voir une bonne et une mauvaise révolution. Une bonne révolution, la première, la révolution des droits de l'homme, et puis une mauvaise, qu'il appelle le dérapage. La révolution dérape dans la terreur. Pour moi, il y a un dérapage dès les premiers jours de la révolution. C'est en cela que mon livre est neuf. Sinon, je fais pas un copier-coller de François Furet. On peut entre guillemets considérer trois grandes familles d'historiens qui pensent la Révolution française, ceux qui sont en fait les apôtres de cette croyance dont j'aimerais qu'on revienne, qu'on revienne dessus, ceux qui la considèrent bonne et mauvaise à la fois, donc en fait il y aurait eu, comme vous dites, un dérapage, et ceux qui la entre guillemets, qui la condamnent en bloc. Qui la condamnent en bloc, d'ailleurs, ça m'amuse parce que je cite abondamment la fameuse phrase de Clémenceau, de la Chambre qui s'indigne parce que un député avait voulu justement faire le tri. Il dit, comment vous faites le tri? Vous faites le tri. Hein? Où est-ce qu'on trie? On ne fait pas le tri dans l'histoire de la Révolution. La Révolution est un bloc. Et donc ça, c'est la fameuse vision du bloc. Mais ce qui est amusant, c'est que dans l'esprit de Clémenceau, républicain farouche, un des fondateurs, des pères fondateurs du mythe républicain, parce que en fait le mythe de la Révolution conduit au mythe républicain. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de développer un peu cette idée, encore plus iconoclaste. Mais ce qui est amusant, c'est que pour Clémenceau, c'est un bloc, mais c'est pas un bloc il n'ajoute pas un bloc qu'on accepte ou qu'on refuse. C'est un bloc qu'on accepte. Pour lui, c'est un bloc qu'on accepte, content ou pas content. Eh bien, moi, je suis désolé, Monsieur Clémenceau, je m'adresse à vos cendres et je vous dis que moi, je rejette la Révolution en bloc. Oui, c'est vrai, on ne fait pas le tri. La Révolution est un bloc, mais un bloc qu'on peut rejeter pas en tant qu'événement, mais qu'on peut rejeter en tant qu'événement positif, en tant que histoire fondatrice des droits de l'homme. On va peut-être avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir, parce que c'est ça. À chaque fois, aujourd'hui encore, les turiféraires de la Révolution française, qui sont nombreux, qui sont plus nombreux que les adversaires. Dans vos trois catégories, il y a quand même la catégorie de ceux qui refusent la Révolution est quand même plus mince. Je parle en épaisseur que celle qui la célèbre. Et donc, c'est toujours ça. C'est-à-dire, oui, la terreur, la Vendée, oh oui, enfin, oui, bon, les guerres, et les guerres qui vont continuer. En fait, cette révolution française, elle aboutit à quoi? À une dictature militaire qui va encore tuer plein de monde. Alors, je ne vais pas commencer à m'attaquer en plus à Napoléon, parce que ça va faire trop. Ça va faire trop pour le même jour. Hein. Ça va faire trop pour le même jour. Mais c'est toujours ça. C'est-à-dire, oui, mais, au bout du chemin, les droits de l'homme, comme si la Révolution les avait inventés, ce qui n'est pas le cas. Oui, comme si les avait mis en application, ce qui n'est pas le cas. Et comme si, finalement, après 10 ans d'horreur, d'errement, de scandale, de négation justement même des droits de l'homme, et puis ensuite d'autres révolutions, 1830, 1848, la Commune. Bon, alors on arrive à ah oui, mais alors, la Troisième République, nous y revoilà. La Troisième République et ses droits de l'homme, et nous y revoilà sur les droits de l'homme. Alors que donc ces droits de l'homme existent depuis. Attendez, Jésus-Christ, notre ami Jésus, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Qu'est-ce qu'il dit d'autre que de célébrer, il dit pas les droits de l'homme, mais la fraternité, l'égalité. En fait, c'est une réécriture des valeurs qui existaient sous l'Ancien Régime en France et qui ont constitué les 10 commandements. Les Lumières dont je me moque beaucoup, hein. On y reviendra par la suite. Que j'ai appelé le poison du philosophisme. Hein, donc ça me paraît assez clair. Mais les Lumières, qu'est-ce qu'elles disent d'autre? Qu'est-ce que Rousseau dit d'autre? Qu'est-ce que Voltaire dit d'autre?
Donc la Révolution n'invente pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme se trouvent dans la Constitution américaine. Donc elle ne les met pas en pratique. Et on ne peut pas la créditer d'une affirmation certes très belle, liberté, égalité, fraternité, mais qui est une espèce de gesticulation philosophique que aujourd'hui encore, je suis désolé, on va pas commencer à faire de la politique comme aurait dit ma grand-mère, mais qu'aujourd'hui encore, je suis désolé, mais je n'aperçois pas les droits de l'homme autrement que sans cesse proclamés par une France donneuse de leçons, qui ne cesse de jeter à la figure de ses voisins ces fameux droits de l'homme comme si elle en était l'inventeur. On voit souvent dans la Révolution, enfin de moins en moins quand même, le soulèvement spontané du petit peuple. Aujourd'hui, dans l'historiographie, on reconnaît plutôt quand même la réalité d'une révolution bourgeoise. Pour vous, Claude Quetel, la Révolution française a des racines qui sont également philosophiques. Et justement, là, on peut faire un lien avec les droits de l'homme qu'on vient d'évoquer. Votre premier chapitre s'intitule « Le poison du philosophisme ». Quelles sont les idées philosophiques majeures qui ont conduit et guidé ce processus révolutionnaire? Je commence mon livre par l'utopie. Thomas More. Je crois que tout est déjà dit. Je crois que l'utopie, utopia, et que cette utopie, en fait, ce n'est jamais dit très clairement que More a écrit une satire. Il se moque d'ailleurs, il se renvoie la balle avec Erasme et son éloge de la folie. Ce monde de l'égalité absolue est bien évidemment un monde impossible. Et voilà que le philosophisme, enfin bon, qui est un terme engagé. Le philosophisme, c'est une façon de se moquer de la philosophie quand on utilise le mot. J'utilise ce mot avec la conscience que je me moque ensuite de toute cette lignée de philosophes qui vont en quelque sorte prendre l'utopie au mot. Ah, mais bien sûr, il faut que les hommes soient égaux et libres et heureux. Et donc, ce qui était un pamphlet, ce qui était une satire cruelle même, une espèce de monde à l'envers. À l'époque de Thomas More, il y a une veine iconographique qui s'appelle le monde à l'envers. Alors, les gens font exactement le contraire d'ailleurs, le féminisme n'est pas encore inscrit, puisque dans le thème du monde à l'envers, on a la femme qui commande dans le ménage. C'est pas encore gagné, mais donc ce monde à l'envers va être repris par les philosophes pour essayer d'en faire un monde à l'endroit. Rousseau, l'égalitarisme selon Rousseau, l'homme bon, comme si l'homme était bon. Vous comprenez? C'est ça aussi, je crois. Moi, je considère que c'est la bête la plus malfaisante que la terre ait jamais portée. Mais on est quand même quelques-uns à penser ça. Mais donc, cette utopie d'une égalité va donc traverser tout le XVIIIe siècle et va nourrir les intellectuels de l'époque. Vous avez prononcé tout à l'heure un mot magique, ce qui est le mot peuple. Oui. Mais quel peuple? Où il est le peuple? De quel peuple on parle? Le peuple n'existe pas. Ce qui existe, ce sont alors je vais quand même pas aller jusqu'à lâcher le mot malheureux, mais des intellos de gauche de l'époque, mais tant pis, je l'ai dit, qui parlent au nom du peuple. Oui, comme les bolcheviks d'ailleurs vont parler de nouveau au nom du peuple, comme la guérilla communiste du Sentier Lumineux va parler Sentier Lumineux, déjà, tout un programme, va parler au nom du peuple en lui disant ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, selon l'un des mythes fondateur de la Révolution, qui est celui de l'égalité.
et en fait un idéalisme qui va pousser justement cette révolution. Alors de façon plus événementielle, si je puis m'exprimer ainsi, quel est pour vous, Claude Quetel, l'événement fondateur de la Révolution française? À partir de quand on peut dire qu'on est rentré dans ce processus révolutionnaire? Alors, à partir de quand? À partir du moment où le roi, c'est le gouvernement, hein, un gouvernement, il n'y a pas qu'un roi. À partir du moment où le roi décide de convoquer à la mauvaise idée de convoquer les États généraux. Vous parlez presque d'une absurdité au sujet des États généraux. Pourquoi ? Parce que d'abord, plus personne ne sait à quoi ça sert, hein. Et comme plus personne ne sait à quoi ça sert, l'aile marchande qui va donner les Jacobins, mais qui ne s'appelle pas encore les Jacobins, qui ne s'appelle même pas encore les patriotes, parce que mais avec le mot patriote n'ayant pas le sens actuel, vont se servir de cette enveloppe vide, en quelque sorte, pour porter non pas les cahiers de doléances, puisque, en fait, les députés aux États généraux sont sont les porte-paroles des cahiers de doléances. Mais vont faire tout sauf défendre les cahiers de doléances. Il y a un moment où, très, très vite, Louis XVI, dans une de ses apparitions, pratiquement, dit, eh ben oui, d'accord, l'égalité devant l'impôt, pratiquement, les cahiers de doléances sont acceptés par Louis XVI dès le début de juin. Je n'ai pas la date franchement en tête, parce que je suis un historien qui n'a pas forcément la mémoire des dates. Mais Louis XVI dit, bon, eh bien, d'accord, il donne un programme qui est pratiquement celui demandé par les cahiers de doléances. Sauf que, déjà, il y a déjà... J'hésite à dire le mot parce que je vais avoir l'air quand même d'être tendancieux, mais la gauche, il y a déjà une gauche, la gauche de l'Assemblée, le côté gauche qu'on appelait. Le côté qui était à gauche. Le côté qui était à gauche. Le côté gauche, qui va devenir la gauche, on a tendance à la faire surgir pratiquement à la Convention, en tous les cas à l'Assemblée législative. Mais non. Il y a un côté gauche dès la Constituante. Je dis beaucoup de mal de la Constituante. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est ça qui est terrible. C'est que, par exemple, l'Assemblée constituante, que j'ai appelé le vrai visage de l'Assemblée, est aujourd'hui encore, dans les manuels, le bon élève de la Révolution. Il y a eu, en quelque sorte, le mauvais élève, la Convention avec ses montagnards, et faisant mouvoir le sans-culottisme, le terrorisme au sens de l'époque. Et puis, il y aurait cette merveilleuse assemblée constituante, un modèle de démocratie où chacun peut s'exprimer. Mais pas du tout. Je montre à quel point il y a déjà une terreur qui s'installe. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont menacés, sont moqués, insultés. C'est bien pour ça que je pense que la Révolution est exécrable dès ses premiers jours, parce que dès les premiers jours, il y a eu violence. Les premiers morts, on va attendre quand même le 14 juillet 1789, mais il n'y a pas besoin d'avoir de morts pour qu'il y ait violence. À partir du moment où on empêche ceux qui vont être appelés d'une façon, péjorative, insultante, les monarchiens. Ces monarchiens ne sont pas, alors sous-entendu tenants de la monarchie absolue. Ah, alors que c'est pas vrai du tout. Ce sont des tenants d'une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire ce que serait devenu tôt ou tard la monarchie française. La monarchie française ne pouvait pas tenir sur le modèle des trois ordres. C'était pas possible. Cette monarchie serait devenue tôt ou tard constitutionnelle.
constitutionnelle au sens d'une représentation nationale, parce que la Constitution n'était pas écrite, mais il y avait une Constitution. Le gouvernement, la façon dont les lois fonctionnaient, la façon dont la justice fonctionnait correspondait à une Constitution, mais qui n'était pas écrite. Mais une monarchie constitutionnelle, donc demandée par les éléments les plus modérés de l'Assemblée constituante, eh bien, ce sont des gens que l'abbé Maury, par exemple, est menacé de mort. Et donc, voilà. Donc, c'est un dérapage qui n'est pas un dérapage à moitié révolution, qui est un dérapage, selon moi, dès les tout premiers jours, avec des députés qui se refusent à jouer le jeu, au point de se proclamer Assemblée nationale, alors qu'ils n'ont aucun mandat pour ça. Hein. Et puis, encore une fois, pour représenter le peuple, moi je montre que, par exemple pour la ville de Rennes, sur 7, je crois, oui, sur 7 députés, ou sur 6 députés, il y en a, oui, sur 6, je crois. Sur 5, oui, il y en a 5 qui sont de la ville de Rennes. Avocats, procureurs syndics, journalistes, ah oui aussi, vous voyez, hein, bon, l'intelligentsia, donc, et puis il y a alors on dit parfois paysan, oui, paysan, un laboureur, c'est-à-dire un paysan qui est déjà on appelait à l'époque des laboureurs, c'est-à-dire qu'il y a un attelage, c'est déjà un petit entrepreneur en agriculture, et c'est ça le peuple. Et d'une France qui, à l'époque, compte, je sais pas moi, 90% de paysans. Alors où ils sont les 90%? Nulle part. De même que pour le peuple, on va dire, ah oui, mais alors après il va y avoir des élections. Il y a eu les élections aux États généraux. Bon. Et puis il y a eu les élections à l'Assemblée législative. Et puis il y a eu les élections à la Convention. Et puis il va y avoir toutes les élections du directoire, qui fait tout à fait partie de la Révolution. Oui, mais là aussi, je le montre avec des taux d'abstention énormes, avec des taux d'abstention de l'ordre de la moitié des électeurs, quoi. Donc, qui d'une certaine façon invalide les élections au nom du peuple. Donc, une tricherie du début jusqu'à la fin. Une République française qui commence de façon assez chaotique. Qu'est-ce qu'elle va provoquer, l'Assemblée constituante? De quoi elle va être la cause? La Révolution commence le jour où l'Assemblée, les députés, l'aile marchante, encore une fois, pas à l'unanimité, mais que les députés les plus extrémistes qui ne veulent pas, encore une fois, de réforme, mais qui veulent mettre à bas la monarchie, en tous les cas, la contrôler, en fait s'emparer du pouvoir. Qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14h? Ça commence à partir du moment où les députés du tiers se proclament Assemblée nationale. Alors, votre titre, Claude Quetel, c'est Croix ou meurt, qui est en fait l'extrait d'une citation. Une citation extrait du Mercure de France, écrite par le journaliste Jacques Mallet. Mallet-Dupan, oui. Mallet-Dupan, le 16 octobre 1789. Croix ou meurt, voilà l'anathème que prononcent les esprits ardents au nom de la liberté. Une citation qui peut faire référence à la violence, à la terreur de la Révolution, mais en fait qui a été écrite en 1789. Alors comment on peut la voir et la sentir, cette terreur, dans les premières années de la Révolution? Alors, bon, j'ai évoqué la violence qui existe, qui s'exerce au cœur de l'Assemblée constituante. Parce que c'est déjà une violence d'empêcher les plus modérés de parler. C'est typique d'une attitude révolutionnaire. Le modéré a toujours tort. C'est toujours celui qui va plus loin, qui a raison, qui va au pire, sans arrêt. Et puis, il y a tout de même la Bastille. Il y a tout de même la Bastille, le premier sang. On va appeler ça le premier sang. D'un épisode d'ailleurs, que je moque, hein, parce que il y a eu tout ce qu'on veut sauf combat. Si la Bastille avait vraiment
tiré à mitraille, je crois que c'était fini pour la Révolution. Je pense, mais donc la Bastille ne s'est pas défendue, elle s'est rendue. Et là encore, on voit bien que ça ne suffit pas de se rendre. On passe aussitôt au massacre du gouverneur et puis du prévôt de Paris, qui a été assez idiot pour promettre des fusils. Ça, faut jamais promettre de fusils à un révolutionnaire. Mais donc là, le premier sang, et puis à partir de là, effectivement, une violence qui s'installe. La plus grande, moi je dirais même que la Bastille, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que de toute façon, ce premier sang aurait eu lieu d'une façon ou d'une autre. Ça ne pouvait se terminer que comme ça. Mais l'autre grand événement qui fait que la Révolution devient la Révolution, ce sont les journées d'octobre et le roi Louis XVI qui se laisse kidnapper, il n'y a pas d'autre mot, se laisse kidnapper et pour être otage, en quelque sorte, de la ville de Paris. Ça, je crois qu'à partir de ce moment-là, il est bien clair que le roi est devenu un otage qui n'aura plus aucun pouvoir. Et là aussi, les révolutionnaires, les doctrinaires, comme un doctrinaire, commençons par le plus grand d'entre eux, Robespierre, ce sont des doctrinaires qui savent très bien que il n'y aura pas, en tous les cas, ils s'emploieront à ce qu'il n'y ait pas de monarchie constitutionnelle. Le 14 juillet 1790 est un leurre total, où on célèbre l'attachement au roi, la loi et le roi. Le roi, alors ça fonctionne parce que on a toute une population. Revenons à ce peuple là justement qu'on ne voit nulle part. Lui continue à aimer le roi, à vouloir un roi. D'où la Vendée. Mais à Paris, alors pareil, à Paris, quel peuple à Paris? Paris, c'est on est à 500 000 habitants à Paris. Il y aura jamais plus que quelques dizaines de milliers, peut-être 30 000, 40 000. Donc on n'est même pas à 10% du peuple de Paris, qui lui n'est que Paris. Ne parlons pas de la France profonde. Donc mais Paris, c'est souvent érigé en symbole des grands événements historiques. Mais bien sûr, et puis qui estime que Paris parle au nom de la France profonde, au nom de tout le monde. Et donc c'est Louis XVI, tant pis pour lui. C'est-à-dire que Louis XVI, on lui avait dit, à partir du moment où quand il a été humilié à l'hôtel de ville, humilié, oui, lui faire boire du vin rouge, le coiffer, ensuite là du bonnet phrygien. Enfin bon, évidemment aujourd'hui ça paraît à beaucoup un peu comment dire. Un détail, quoi. Hein. Mais à l'époque, non, il y avait une sacralité du roi. Alors aujourd'hui, on fonctionne plus comme ça, mais à l'époque, si. Donc, il avait été proposé, l'entourage du roi avait proposé que le roi quitte Versailles, que Versailles était bien trop près de Paris. Non, c'est la même chose. Les États généraux, c'était pas une bonne idée de les installer non plus à Versailles. Moi, les auraient mis, mettons, je sais pas moi, à l'autre bout de la France. Bon, l'armée aurait pu quand même faire écran. Mais non. Dès le départ, on a un Louis XVI qui est en quelque sorte le premier révolutionnaire, dans la mesure où, alors lui, pas parce qu'il veut faire couler le sang, mais lui parce que justement, il veut pas que le sang coule. Et très imprégné des idées de Fénelon, justement, sur la nécessité d'un roi qui est bon, qui écoute son peuple, qui ne s'impose pas. Tout à fait. Plus ça qu'une question de faiblesse de tempérament, en fait. Absolument, et qui va évidemment servir tout à fait la tactique, la stratégie globale et la tactique révolutionnaire, parce que au fur
au fur et à mesure qu'ils reculent, eh bien, les révolutionnaires avancent. Et par exemple, et puis il y a un moment où c'est comme les incendies, c'est-à-dire que l'image d'incendie, première minute, un verre d'eau suffit, au bout de 10 minutes, il faut un seau d'eau, et puis après, on peut plus éteindre, c'est trop tard. Donc il a pas voulu, Louis XVI n'a pas voulu éteindre dès le départ. À partir du moment où les députés ne jouent pas le jeu des États généraux, dont on ne connaissait pas par ailleurs la règle. Donc, ils jouent pas le jeu d'un jeu dont on ne connaît pas la règle. Mais quand même, à partir du moment où il se proclame Assemblée nationale, à partir de ce moment-là, le roi pouvait tout à fait dissoudre les États généraux. Toujours est-il que la Révolution française n'a pas fait l'unanimité. On pense souvent, du moins pendant la Terreur, au massacre, au vol, au vandalisme. Donc on sent qu'il y a quand même une confrontation au sein de la France. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Révolution française se transforme en guerre civile ? Du moins dans certaines régions. Oui, non, mais c'est une guerre civile dès le début. Dès le début, à partir du moment où les révolutionnaires ne recueillent pas, n'entraînent pas une adhésion globale, et donc où il y a des adversaires non déclarés, parce que c'est facile aujourd'hui de crier la preuve, c'est ce que je suis en train de faire. Mais à partir du moment où vous avez l'ombre de la guillotine qui se dresse là devant vous, vous pouvez tout à fait être un adversaire de la Révolution et puis vous taire. C'est ça le problème. Moi, je me suis beaucoup servi dans ce livre des mémoires, parce que ce sont des gens qui voient midi à leur porte. Mais justement, plus on multiplie les regards de midi à sa porte, plus ça devient intéressant. Et les regards étaient multiples et très riches. Les regards sont multiples et beaucoup de regards sont extrêmement critiques, mais ce sont des gens qui ont peur parce qu'ils ont raison d'avoir peur. Et donc, guerre civile, oui. Alors, avant même, c'est comme la violence, dire que avant même que la guerre civile devienne guerre civile visible, la Vendée. Il y a, mais ça aussi, dans ce livre, ça apparaît suffisamment puisque c'est un récit qui est très chronologique. Mais dans la plupart des villes, il y a des affrontements avec des morts entre partisans de la révolution jacobine, de la révolution qui ne veut plus qui ne veut pas d'un roi, donc entre partisans et adversaires, et avec des morts, et donc oui, c'est une guerre civile dès le départ. C'est une guerre civile d'abord sans mort, et puis ça devient une guerre civile avec beaucoup de victimes et des victimes de plus en plus nombreuses. Donc oui, la Révolution française est une guerre civile. Et justement, vous savez, c'est peut-être ça que je reproche le plus justement à la Révolution française. C'est que, aujourd'hui encore, elle divise la France en deux. Elle divise les Français en deux. À la veille de la Révolution française, il n'y a pas de Français coupés en deux camps. Ça n'existe pas. Il y a des Français, contents ou pas contents du régime, d'un régime qui fonctionne mal. Oh là là, j'ai expliqué dans un chapitre comment, c'était devenu, c'est pas seulement une crise financière, c'est une France bloquée, totalement bloquée. C'est ça qui va permettre, si ça n'avait pas été bloqué, il n'y aurait pas eu de révolution. Mais, le bicentenaire de la Révolution française l'a montré. François Mitterrand, se croyant malin, c'est pas pour crier en plus sur François Mitterrand, ou alors si, je veux dire, d'une manière générale, tous les chefs d'État, passés, présents et à venir, se croient malins. Ils se croient malins et ils ne le sont pas. Et donc, François Mitterrand, se croyant malin, veut faire un bicentenaire de la Révolution en 1989. Énorme, majestueux, persuadé que ça va réunir les Français. Ça les a d'autant plus divisés. Et en fait, ça va révéler la faille. Une faille qui aujourd'hui encore existe entre ceux qui défendent la Révolution et ceux qui la critiquent. Qui la critiquent radicalement, parce que ceux qui la défendent, vous l'avez dit vous-même, il y a quand même une espèce de camp intermédiaire de ceux qui l'acceptent, mais en la critiquant tout de même dans ses excès. Donc,
cette faille, est-ce qu'il faut dire que c'est la faille entre la droite et la gauche? Ce serait peut-être un peu... Manichéen. Un tout petit peu. Un petit peu, mais c'est quand même un peu ça. C'est quand même un peu ça. D'avoir fait qu'on a aujourd'hui des Français qui n'adhèrent pas à leur histoire. La plupart des autres pays adhèrent globalement à leur histoire, à leur fête nationale. Voyez comme la nôtre est mal fichue. On ne sait même pas de quel 14 juillet il s'agit. Et encore aujourd'hui même, le texte de la loi qui fonde le 14 juillet est d'une ambiguïté totale, ménageant la chèvre et le chou, c'est-à-dire ménageant le 14 juillet 89 et le 14 juillet 90, et le 14 juillet 90 qui n'est en aucun cas l'anniversaire du 14 juillet 89, sauf que c'était quand même un 14 juillet. Donc on a une non-fête nationale et qui, en fait, révèle cette espèce de divorce d'un pays à son histoire. Et ça, c'est quand même, c'est terrible, c'est affreux. Divorce qui s'est justement enclenché par une guerre civile. Là, elle semble plus sournoise. Une guerre civile qui semble avoir été exportée à l'étranger, puisque la Révolution française a également provoqué des guerres. Alors, quelles sont ces guerres et pourquoi un acharnement à justement aller batailler Alors, c'est l'autre reproche. On peut en faire. La liste en est longue des reproches qu'on peut faire à la Révolution française. Mais effectivement, la Révolution française conduit inévitablement à la guerre. Une guerre, d'abord, qui prétend, ce qui est déjà grave, exporter son idéologie. C'est-à-dire que, nous sommes nous sommes la France de la République et donc nos voisins qui vivent sous d'infâmes monarchies et de despotisme. Il faut leur porter la bonne parole, l'évangile républicain, révolutionnaire. Mais en fait, c'est peut-être un peu au début ou dans quelques esprits, mais en fait, il s'agit surtout de faire vivre la révolution, de la financer. En fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que, alors, c'est la même chose. On veut bien le dire plutôt sur la fin. On veut bien quand même reconnaître que, par exemple, sous le directoire est en faillite permanente, et les guerres d'Italie et la campagne de Bonaparte est une campagne de pillage absolu. D'ailleurs, les villes sont rançonnées à des sommes énormes en or pour une France qui n'a plus de monnaie métallique, qui fonctionne avec des assignats. Pour piller les musées, les églises. Mais on veut bien le reconnaître pour les guerres d'Italie, mais on veut pas le reconnaître plus tôt. Mais à chaque fois qu'un pays est libéré, entre guillemets, il est taxé lourdement. La liberté a un prix. Voilà, la liberté a un prix et souvent on le voit d'ailleurs, notamment pendant la guerre d'Italie, par exemple pour la ville de Milan, il criait beaucoup les Milanais sur l'occupant entre guillemets autrichien, mais ils vont très vite dire oh là là que c'était mieux avec les Autrichiens, c'est pire avec les Français, parce que notre merveilleux Bonaparte se conduit comme un nazi. La moindre révolte, il fait fusiller des otages. Enfin ça ne se dit pas ça. Moi je le dis et je l'écris. Donc Napoléon Bonaparte, vous l'évoquez longuement d'ailleurs à la fin de votre ouvrage, continue ou peut-être achève la Révolution française. Alors, c'est la fameuse phrase que la Révolution est terminée. De François Furet. Non, en fait, on va dire, moi je pense qu'il ne la prolonge en aucun cas, même si c'est souvent dit. Je pense qu'il la récupère. En faisant semblant, effectivement, avec le consulat, de reprendre le mythe républicain
qui est encore qui est un mythe. La République a été sans arrêt confisquée par quelques hommes. Donc c'est vrai que c'est bien pour ça que je dis que c'est un épisode qui est exécrable de bout en bout, parce que quelle que soit la façon dont on regarde, ça fonctionne mal. Vous parliez tout à l'heure du camp des adversaires de la Révolution. Aujourd'hui, très peu nombreux. Je me sens même très seul. Ça m'embête. J'aimerais bien être moins seul. Il y a Patrice Guénifet, néanmoins, qui... Ah, alors Guénifet, oui. Ça, oui. Mais Guénifet est un savant. Moi, je ne suis pas un savant. Moi, je suis un médiateur. Lui, c'est un authentique savant. Donc, il aurait, si Guénifet avait fait une histoire complète de la Révolution française, je m'en serais dispensé. Je le cite d'ailleurs beaucoup. Oui, alors lui, c'est un adversaire. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le signaler. Et notamment, il fait une analyse de la terreur qui est implacable. Mais Guénifet, bon, encore une fois, n'est pas un généraliste de la Révolution. C'est pour ça que moi, je vais voulu être un généraliste de la Révolution. Lui, c'est un spécialiste au sens médical du mot. En fait, il y a beaucoup d'historiens qui vont aller contre les idées reçues, mais qui vont se spécialiser. Je pense à Rénal Séchère sur la Vendée, ou encore à Charles-Éloi Vial sur la famille royale au Temple, qu'on a reçu au micro de Storia Voce. Voilà, au Villemain, voilà. Moi, je me suis beaucoup servi de tous ces gens-là. Moi, vous savez, je ne suis même pas... je vais pas commencer à fouiller les archives de la Révolution. La bibliographie en elle-même est gigantesque. Si ce que j'ai suivi de près quand même, ce sont les minutes des assemblées, que c'est très intéressant, parce que tout est noté, applaudissements, enfin c'est presque, vous savez, c'est presque comme du micro, c'est comme du micro, mais ce sont des archives qui sont imprimées, mais je me suis beaucoup servi effectivement de l'historiographie, et oui, non, je ne suis pas seul à penser ce que je pense de la Révolution, une chance. Mais quand même, hein, beaucoup de mes chers collègues historiens, écoutez, moi, je pense que je vais avoir un débat avec lui, donc, je lisais. Est-ce que j'en parle? Oui, j'en parle dans l'historiographie, bien sûr. À la fin du livre, j'ai fait un essai historiographique. Grosse annexe d'historiographie, oui, parce que c'est important de voir comment ça a évolué, comment les historiens de la Révolution ont évolué jusqu'à nos jours. À la suite de Taine, d'ailleurs. Si je me trompe pas. Absolument. On peut dire que c'est le premier grand penseur. Le premier à descendre la Révolution. À descendre la Révolution. C'est-à-dire, mais à la descendre en flamme, hein, en flamme. Moi, je me souviens, j'étais étudiant, j'ai repris mes études sur le tard. J'étais en licence, mais c'était déjà très, très vieux. J'ai fait une licence, j'avais 28 ans. J'étais un ancien instituteur. J'avais pas eu le temps de suivre des études normales, supérieures, à l'âge où on les suit. Et mon professeur, alors beaucoup de vos auditeurs vont certainement sourire, vont dire ah mais voilà, était Pierre Chaunu. Ah ça y est, on a compris. Donc effectivement, j'ai été l'élève de Pierre Chaunu et j'ai été son élève à Caen, dans le Calvados, où j'habite, et je lui avais demandé ce qu'il fallait lire sur la Révolution. J'avais lu déjà pas mal de choses. Justement, c'était ça aussi l'avantage de reprendre des études sur le tard. J'avais déjà beaucoup lu. Mais il m'avait dit, lisez Taine. Et effectivement, Taine, alors lui, il fait pas le tri, hein. Il condamne la Révolution en bloc, en disant, tout est beauté, tout est philanthropie, tout est symétrie dans les mots, et tout est désordre, et tout est violence dans les faits. Ça, effectivement, et j'aime beaucoup Taine qui... Alors, c'est long, hein. Moi, je dirais à vos auditeurs, lisez Taine, mais prenez quand même le temps, parce que c'est quand même un petit 1800 ou 1700 pages. Hein, mais il y a des beaux moments, il y a des très beaux moments. Il y a un moment où Taine compare le peuple à un crocodile. Un crocodile qui dévore ses proies, mais alors, on l'a mis derrière un rideau. Et on l'adore. Le crocodile dévoreur est adoré par le peuple. Il y a des images qui sont terribles. Donc oui, Taine. Si on commence sur Taine, on va faire toute une émission sur Hippolyte Taine. Mais je vous renvoie, chers auditeurs, à
à vous pencher justement sur Taine et un moment de l'histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est justement cette controverse entre Taine et Hollart sur la Révolution française et dont le récit a été fait par Augustin Cochin, un autre grand penseur de la Révolution française. Donc en fait, tout s'enchevêtre, tout le monde est plus ou moins influence. Enfin, un peu tout le monde sur la Révolution française, et on sent quand même qu'il y a, et j'aimerais qu'on termine justement sur ce propos, il y a une vraie symbiose en fait entre le politique et l'histoire de la Révolution française. Oui, bien sûr. C'est tout le problème. C'est tout le problème encore d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on démolit la Révolution française, ce que je fais, je suis désolé, mais c'est ce que je fais. C'est peut-être comme on dire, faut pas jouer avec les allumettes. Hein. Bon, j'ai joué avec les allumettes. Bon, mais si on démolit, si on accepte, si on fonctionne comme rejetant la Révolution française en bloc, d'une certaine façon, on attaque la République. Eh oui, c'est ça le fond du problème. Une prise de parti historique qui finit finalement par être on attaque la République. Idéologiquement on attaque la République comme étant pas forcément cette démocratie qui est une démocratie formelle. Ça nous ramène aux droits de l'homme. Quand il y a eu Mallet Dupan l'avait dénoncé après avoir immigré quand même, hein, parce que il y a un moment où mieux valait quand même continuer à mettre quand même un peu de distance et de dire mais quel est cet homme des droits de l'homme? C'est un homme hors sol, c'est un homme qui n'existe pas et donc cette Révolution française n'a pas accouché des droits de l'homme. Eh bien, à partir du moment où on commence à nier cela, effectivement, on commence à nier le fondement démocratique de la République. Donc, c'est vrai que c'est un jeu dangereux parce que vous avez raison, ça devient du politique. Et par exemple dire cette République étant mauvaise, qu'est-ce qu'on va mettre à sa place, hein? Bon, hein, on va mettre un despote éclairé. Hein. Alors, au XVIIIe siècle, ça aurait pu fonctionner, un despote éclairé, mais aujourd'hui, comment voulez-vous avoir un despote d'abord éclairé? On aura un despote qui sera pas éclairé, et puis on aura un despote qui pourra pas faire le despote. C'est passé de mode, ça, les despotes, hein. Et puis on voit ce que ça donne, les despotes, ils sont jamais éclairés, hein. Staline, Hitler, Mussolini ne font pas l'effet d'être des despotes éclairés. Donc c'est vrai que c'est bien pour ça que c'est toujours embêtant de s'attaquer à un mythe. C'est-à-dire que dégringoler un mythe, c'est remettre tout l'équilibre social en cause. Donc oui, mais tant pis, hein, tant pis. Moi, je suis allé jusqu'au bout de mon enquête. Donc, je veux pas trop parler d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est plus de l'histoire. Oui, ce n'est plus de l'histoire. C'était justement mon maître Chonu qui un jour comme ça, lui qui faisait de la politique, hein. Mais souvent, il disait, oh, écoutez, parce qu'on lui demandait même des prévisions, hein, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer. Il disait, oh, écoutez, hein, les historiens ont déjà assez de mal à prédire le passé. Et ça, j'avais beaucoup aimé l'expression prédire le passé, parce que c'est vrai que on a déjà du mal, mais alors on a un avantage, c'est qu'on fait parler les morts. Les morts sont des gens extrêmement sympathiques pour un historien. Ils viennent pas vous contredire, ils sont, hein, on peut les manier à peu près comme on veut, alors que les vivants, c'est plus difficile. Merci beaucoup Claude Quetel pour cette page de vérité sur la Révolution française et sur l'histoire de son histoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous renvoie, chers auditeurs, à l'excellent livre au titre combien évocateur, Croix ou meurt, histoire incorrecte de la Révolution française, pour remettre à jour finalement le mythe, ou peut-être plutôt déconstruire le mythe, publié par deux éditeurs que l'on connaît bien au micro de Storia Voce, Perrin et Talandier. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission.